Allez, c'est reparti, nouveau podcast et je suis avec, Marc du Génie. Je suis enchanté, de te recevoir dans ce nouveau podcast. On recommence un petit peu la série, des podcasts. C'est toi qui m'as contacté, tu tombais bien parce que j'avais justement dit à une amie, «Allez, il faudrait que je m'y remette, que je reprenne, les podcasts» parce que c'était quand même, super chouette tous ces enregistrements que j'ai fait pendant toutes ces années et c'est dommage d'arrêter. Et là, tu me contactes, après, ça faisait quelques temps, hein, qu'on n'avait pas échangé. On avait échangé il y a plusieurs années, quand, j'avais passé une formation sur la préparation mentale et je crois que toi, tu commençais sur le sujet aussi et depuis, il y a eu pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Tu as écrit, beaucoup de bouquins. Maintenant, tu accompagnes, plus de 200 sportifs. Tu as vendu 20 000, bouquins. J'ai vu ça sur ta bio LinkedIn. Tu es psychologue, du sport, voilà, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ce parcours que tu as fait, et on va parler préparation mentale aujourd'hui. J'ai pas mal de questions, on en parlait un petit peu en off avant. Alors, ton dernier, bouquin qui va bientôt sortir, au moment où on enregistre, cet échange, il parle de gestion de la douleur, de motivation et de gestion du stress, mais tu en as écrit d'autres. Alors j'aimerais bien qu'on parle aussi de ton process d'écriture, au-delà de la préparation mentale, parce que pour, écrire, il faut quand même avoir une petite rigueur, des petites habitudes. J'aimerais qu'on parle de ça aussi, sur le podcast. On va parler aussi, forcément de préparation mentale au sens large. C'est un sujet, sur lequel j'ai fait une conférence avec, le Brest Urban Trail et quand on a commencé la conférence, j'ai fait un petit questionnaire aux gens qui étaient là, en demandant qui est-ce qui a un coach, qui pour préparer, physiquement ses objectifs. Il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Après, j'ai posé une autre question: qui est-ce qui se fait accompagner, sur le sujet de la nutrition? Il y a un petit peu moins de monde qui a levé la main, mais il y en a eu quand même. Et ensuite, j'ai posé la question de qui est-ce qui se fait accompagner, par un préparateur mental? Et là, personne n'a levé la main. Mmh. C'est un sujet qui est encore, en pleine, expansion, dont on parle de plus en plus, mais qui mérite, encore, de se faire connaître et qu'on explique les bienfaits de la préparation mentale et en quoi ça peut aider, les sportifs aujourd'hui. Donc je suis très content de te recevoir. Est-ce que, ce petit programme te va? Bah, déjà, salut à toi François et à tous les auditeurs. Et puis ouais, évidemment, ce programme me va. Et puis moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Après, comme tu l'as dit, quelques années que de l'eau est coulée sous les ponts depuis la première fois qu'on avait échangé tous les deux. Et effectivement, bah, moi, j'ai fait des choses de mon côté, mais je pense que toi aussi, tu as bien évolué de ton côté. Ouais, ouais, il y en a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par, te présenter? Ouais, alors du coup, je m'appelle Marc Dugeny, j'ai 25 ans, je suis psychologue spécialisé dans la préparation mentale des sportifs. Je pense que ça peut être intéressant de revenir sur pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment est-ce que j'en suis arrivé là. Du coup, moi, je fais du basket, même si évidemment, je fais quand même aussi de la course à pied et c'est ce qui m'a amené à réaliser mon livre sur la préparation mentale de course à pied. Mais du coup, lorsque j'avais 16 ans dans le basket, je jouais à un niveau classique départemental dans le petit club de mon village. Et en même temps, cette saison-là, j'ai aussi été surclassé dans l'équipe des moins de 20 ans. Et l'équipe des moins de 20 ans, elle jouait à un niveau régional. Donc j'avais mon équipe de base, l'équipe des moins de 17 ans, en niveau départemental, où j'étais un élément important de l'équipe. Et en même temps, j'avais cette autre équipe où j'étais surclassé en moins de 20 ans régional. Et donc, il y avait un vrai décalage de niveau entre les deux équipes dans lesquelles je jouais. Et donc, avec les moins de 17 ans, tout se passait très bien. Avec les moins de 20 ans, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu à l'entraînement. Mais une fois que venait le jour de la compétition, j'étais totalement stressé, j'avais la boule au ventre, les mains moites. Je me mettais même tout au bout du banc pour pas que l'entraîneur il m'appelle pour rentrer sur le terrain. Une fois que j'étais sur le terrain, je tentais plus rien, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Si je recevais la balle d'une passe de mes coéquipiers, je refaisais simplement la passe, mais je tentais pas, je prenais vraiment peu de risques parce que j'étais très exigeant vers moi-même et du coup j'avais du mal à accepter l'échec et je ne faisais que de penser à ce que les autres pourraient penser de moi si j'allais rater. Donc j'avais peur du regard des autres. Et donc voilà, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais je vivais ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Et plus tard, en grandissant, du coup, c'est ce qui a fait que je me suis orienté dans des études de psychologie et que j'ai décidé de me spécialiser en psychologie du sport et en préparation mentale. J'ai envie de dire pour aider le moi du passé. Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu aurais aimé, aujourd'hui, avec toutes les compétences que tu as acquis, dire à ce toi du passé? Ah, bonne question. Je pense que j'aurais aimé lui dire que
sa valeur ne dépend pas de sa performance et que c'est au-delà du basketteur qu'il est, l'être humain qu'il est a de la valeur même s'il fait un mauvais match. J'aurais aimé lui dire que il a le droit de rater, que le regard des autres, c'est avant tout une projection que nous, on fait de la manière dont on se perçoit. C'est-à-dire, si je pense que les autres se disent que je suis nul, c'est peut-être qu'au fond de moi, c'est moi qui me perçois comme nul. Mais si je me perçois comme nul, c'est aussi parce que je suis très exigeant envers moi-même et que j'ai du mal à accepter l'échec. Voilà, je pense que ça fait partie des choses que j'aurais aimé lui dire. Mmh. Ouais, parce que, il y a certains blocages qui arrivent à passer avec le temps de façon un petit peu, naturelle. Il y en a d'autres, Mhm. on a besoin d'un coach qui va nous trouver les mots et il y a d'autres, problématiques qui vont nécessiter, l'intervention d'un psychologue, voire d'un psychiatre. Mhm. Heu, à partir de quand et comment on choisit, la personne qui va être, amenée à nous accueillir et à nous aider de la façon la plus adaptée possible? Bonne question encore une fois. Alors, j'ai envie de dire à partir de quand c'est- En fait, déjà, moi, j'aurais quand même tendance à dire que souvent les gens attendent des situations peut-être trop critiques. Et moi, souvent, ça peut arriver qu'il y a des sportifs qui me contactent en me disant, bah, je sais pas, j'ai un trail dans un mois. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et l'être humain, c'est quand même quelque chose qui demande du temps pour obtenir du changement. Même si, voilà, on peut faire des choses en un mois, mais ce ne sera pas une préparation mentale optimale. Donc ça demande du temps et c'est mieux de s'y prendre à l'avance avant d'être en situation d'urgence. Euh, mais à partir de quand chaque personne a son propre ressenti, mais en fait, je pense que globalement, euh, débuter un travail en préparation mentale ou avec un psychologue ou même avec un psychiatre, bon alors psychiatre c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais avec un préparateur mental ou un psychologue, tout le monde aurait à gagner à le faire et le retour sur investissement, selon moi, est largement supérieur à ce que ça peut nous coûter en temps et en argent. À la différence de quoi d'autre? En comparaison à quoi d'autre? Tu dis, hein, c'est un très bon investissement, mais est-ce qu'il y a d'autres investissements qu'on ferait, qui seraient moins rentables en termes de performance, auxquels tu penses? Alors bah déjà, enfin c'est vrai que moi je pense pas uniquement en termes de performance, mais je parle, enfin parce que travailler en préparation mentale, évidemment, le sport c'est la porte d'entrée et ça va aider à améliorer les performances sportives, mais ça c'est aussi un travail plus global qui se fait sur le bien-être général de l'individu. Donc c'est aussi pour ça que l'investissement, selon moi, est très rentable, parce que je pense que notre bien-être c'est l'une des choses peut-être les plus importantes. Enfin, qui devraient être les plus importantes pour chaque individu. Mais après, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre avec des nutritionnistes ou des préparateurs physiques et à dire qu'il vaut mieux investir en préparation mentale qu'en préparation physique ou en nutrition. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est un peu trop sous-estimé. Ouais, après, bah, moi, quand dans ma question, il y avait plutôt, ben, je me projetais plutôt une réponse personnellement, je serais peut-être parti là-dessus, instinctivement, de me dire, vaut mieux, dépenser, 6 séances à 50 € de préparation mentale. Je sais pas combien ça coûte, hein, une séance, mais, Mhm. heu, voilà, plutôt que d'acheter une paire de chaussures carbone à 300 balles, quoi, tu vois? Hmm. Ouais, ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Tu vois? Ouais. C'était un petit peu dans cet esprit-là, que je me disais, des fois, on a tendance à faire des dépenses, pour gagner, 3 secondes, sur 10 kilomètres, alors que peut-être que 6 séances de prépa mentale, tu irais peut-être plus loin, plus vite, plus fort, et que tu débloquerais, certaines compétences que tu avais ancrées en toi et que tu savais peut-être même pas que tu avais. Enfin, voilà, c'était un peu ça Ouais. l'idée. Tout à fait. Et puis acheter des chaussures carbone, alors oui, peut-être qu'il peut y avoir un impact sur les performances, mais il y a aussi un impact sur l'ego, j'ai envie de dire, de se dire ah bah comme ça les autres ils vont voir que j'ai la dernière paire de chaussures à la mode quoi. Mmh. Ouais, complètement.
C'est vrai qu'il y a ce petit côté, moi j'appelle ça la tenue d'Iron Man. Hmm. Cette tenue qu'on met, avec le slip des grands matchs et alors tu disais tout à l'heure que, l'être humain est un être qui change, de manière, progressive sur le long terme et cetera, ça prend du temps. Pourtant les 15 premiers jours de janvier, il y a beaucoup de gens qui, changent, drastiquement leur vie. Mhm. Heu, pour autant, il y en a pour beaucoup ça tient pas. Mhm. Est-ce que, ça c'est des choses, qui ont attrait à la motivation sur la durée comme tu l'écris dans ton nouveau livre et quels conseils tu, donnerais pour justement maintenir, cette motivation sur, plusieurs semaines, mois, années, sur le long terme finalement? Ouais. Euh, alors, je dirais que pour parvenir à avoir ce style de motivation qui tienne sur la durée, il faut que la motivation à courir et à pratiquer de la course à pied soit quelque chose de sain. En fait, je pense qu'il y a trop de coureurs qui courent, j'ai envie de dire, contre eux plutôt que pour eux. Par exemple, je sais pas, des gens qui vont avoir une rupture amoureuse, par exemple, et qui vont commencer la course à pied, comme s'ils voulaient prouver quelque chose, peut-être à leur ex, ou en tout cas avoir une énergie peut-être de peur plutôt que d'amour, ou de fuite plutôt que d'aller vers quelque chose. Euh, et donc ça, j'ai envie de dire que c'est des motivations qui sont plus relatives à l'ego et qui peuvent être très puissantes et un peu avoir la force d'une flamme intérieure. Mais le problème, c'est que ce brasier pourra avoir vite tendance à s'éteindre. Alors que, à l'inverse du feu, si on se base sur une motivation plus qu'on pourrait, qui pourrait ressembler à l'eau, qui serait où il n'y a pas forcément des grosses vagues, qui est pas forcément très intense, mais qui est très un peu comme l'océan, très profond et très vaste. C'est pour moi, je pense que beaucoup de sportifs commencent par le feu, mais l'idée c'est de faire du feu, de l'eau. Et alors bah là tu vas peut-être, enfin je pense que tu as compris un peu ce que je veux dire quand je te dis transformer le feu en eau. Mais peut-être que tu vas me dire, ok, bah, comment est-ce qu'on transforme le feu en eau. Mmh. Et effectivement, c'est pas forcément simple. Mais c'est comprendre que je m'aime suffisamment pour courir pour moi plutôt que, pour essayer d'impressionner les autres sur Strava. Pour, en tout cas, en fait, courir pour des raisons intrinsèques plutôt qu'extrinsèques et comprendre que courir, c'est quelque chose que je fais pour moi et que je m'aime suffisamment pour faire cette course pour moi, pour ma santé. Mmh. Ouais, pourtant, dans la pyramide de Maslow, on a, cette acceptation, dans le groupe, on a ce besoin de la relation à l'autre et comment est-ce qu'on place finalement le curseur de ce lien qu'on a avec l'autre, tout en pensant à soi et Ouais. ne pas être non plus complètement, égocentrique, et la jauge et le curseur des fois il peut être un petit peu, difficile à trouver, quoi. Ouais. C'est sûr que l'être humain, ça reste un animal social et qu'il a besoin de la relation à l'autre. Mais après, la question, c'est quelle va être la nature de sa relation à l'autre. Est-ce que j'ai besoin de courir pour impressionner les autres? Ou est-ce que moi-même, je suis au clair sur la valeur de ma performance et je sais quand je fais une bonne performance, je sais quand je fais une mauvaise performance et j'ai pas besoin de chercher le regard de l'autre ou l'approbation de l'autre. Mais par rapport à ma relation à l'autre, la seule chose dont j'ai besoin, c'est des relations authentiques et sincères. Et donc, ça me fait plaisir, par exemple, d'aller courir avec d'autres personnes, mais je cherche pas particulièrement à les impressionner. Mmh. Ouais, d'accord. Ouais, il y a cette notion d'impressionner, Mhm, et alors du coup, quand tu vois, tu prends l'exemple de l'océan. L'océan, il y a des marées, des fois la mhm, marée est montante, des fois elle est descendante. mhm. Hem, Tu vois, c'est un petit peu comme un ultra, des fois tu es bien, des fois tu es moins bien, des fois tu es Ouais. vraiment dans le très, 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 très moins bien. Mhm, Hem Et finalement,
comment est-ce qu'on passe au-delà de ce côté moins bien? Il y a des gens qui vont avoir la discipline de continuer malgré la difficulté, l'adversité. Et puis des fois, alors pour tout un tas de raisons, des fois c'est peut-être l'historique de la personne, des fois c'est tout un tas de raisons qui vont faire qu'on va stopper. Euh, Comment est-ce qu'on passe justement ces périodes de down profond? Ouais. Là, tu me parles au cours d'une course où Ouais ou pas, hein, en fait, tu vois, des fois, il va y avoir des moments, ça peut paraître, ça peut apparaître, après, par exemple, un objectif important, où tu as, je sais pas, tu as toujours rêvé de faire, l'UTMB, Diagonale des Fous, le trail de la saucisse et de l'aubergine, qui est à côté de chez toi. Tu as toujours rêvé de faire ça et une fois que c'est passé, voilà, tu as cette période de trou, quoi. Et comment est-ce que tu fais pour, remonter la pente, quoi? ouais. Je pense que ça va quand même dépendre de la nature du down. Par exemple, c'est pas la même chose si c'est un down durant une course que là, comme tu me parles, par exemple, ce moment où ça fait des années que tu rêvais de faire l'UTMB, que tu l'as enfin fait, que tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Et donc là, à ce moment-là, tu as une perte de sens totale parce que tu pensais que ça allait être le plus beau jour de ta vie. Et au final, c'était génial sur le moment, mais quelques jours après, tu restes toujours la même personne et ta vie, c'est toujours la même. Et t'es un peu en perte de sens. Donc là, à ce moment-là, si tu veux remonter la pente, j'ai envie de dire, il faut que tu sois capable de retrouver du sens. Et aussi comprendre qu'en fait, ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de coureurs font. Le sens ne provient pas uniquement de la prochaine course que tu vas faire. En fait, il y a, je pense, trop de coureurs qui, pour trouver du plaisir et du sens dans leur pratique, ont besoin d'être inscrits à des courses. Euh, mais en fait, voilà, je vais partir dans une explication, mais en fait, on peut distinguer les jeux finis et les jeux infinis. Par exemple, un jeu fini, ça pourrait être, je cherche un exemple, un jeu fini, ça pourrait être de changer une roue. Ok, une fois que j'ai changé la roue, j'ai fini le jeu. Un jeu infini, ça pourrait être de faire la cuisine. Parce que je peux sans cesse m'améliorer dans faire la cuisine et toujours devenir un meilleur cuisinier. Maintenant, l'idée, c'est pas de réussir à dire, OK, ceci est un jeu fini, ceci est un jeu infini. C'est de comprendre que chaque chose, selon la manière dont on l'aborde, peut devenir un jeu fini ou un jeu infini. Par exemple, si je prends l'éducation, l'éducation, c'est un jeu fini si j'obtiens mon diplôme et qu'ensuite j'arrête d'apprendre des choses. Par contre, ça devient un jeu infini si je continue sans cesse de m'éduquer. La séduction, c'est un jeu fini si je cherche à séduire l'être aimé et qu'après j'arrête d'essayer de le ou de la séduire. Alors que c'est un jeu infini si je continue sans cesse de séduire l'être aimé. Et justement, par rapport à la course à pied, justement, on vient rajouter une notion de finitude lorsque on fait de notre jeu réussir telle course. Et du coup, l'idée, c'est de sortir du piège du jeu fini pour retendre vers la vision du jeu infini dans la course à pied où notre objectif, c'est simplement de devenir le meilleur coureur possible qu'on puisse devenir. Et c'est plus de faire tel chrono à telle course ou être à tel classement dans telle course. Et évidemment, le jour de la compétition, on peut avoir tendance très facilement à retomber dans le jeu fini plutôt que dans le jeu infini et se dire, OK, là, je dois faire tel chrono. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup de sportifs et beaucoup de coureurs se disent que ils s'entraînent. Par exemple, je suis dans ma prépa marathon et je m'entraîne pour mon marathon. Euh, Alors qu'en fait, quand on arrive à tomber dans la vision de son sport, de la course à pied, comme d'un jeu infini, on comprend qu'en fait, on va en compétition pour faire des meilleurs entraînements et pour mieux tendre vers devenir le meilleur coureur qu'on puisse devenir. Et en fait, on n'est pas en train d'aller à l'entraînement pour faire des meilleures compètes, on va en compète pour faire des meilleurs entraînements. Pourquoi? Parce que la compétition, c'est ce qui nous met dans les conditions réelles de course, j'ai envie de dire. C'est le vrai moment où là, on va vraiment se donner à 100% de notre potentiel, tous les autres aussi. Et c'est là où on va vraiment enfin voir quel est notre vrai niveau, quelles sont nos lacunes et quels sont les endroits sur lesquels on a à progresser. Et c'est ce qui nous permet ensuite de retourner à l'entraînement pour travailler sur ces lacunes que la compétition nous a permis de voir. Et donc, j'ai envie de dire, quand on est dans la vision de son sport comme d'un jeu infini,
on devient capable de remercier la compétition, de nous montrer quels sont nos points faibles pour qu'on puisse continuer à travailler dessus et tendre vers le meilleur sportif qu'on puisse devenir. Mmh. Ouais, je comprends l'idée et c'est d'autant plus intéressant que, finalement, quand on voit la compétition comme un moyen de devenir meilleur, Mhm, et puis comme un but en soi, mhm, hem, ça rentre en plus dans ce jeu infini, mhm. et où on peut toujours s'améliorer et continuer, progresser, et à faire de mieux en mieux, chaque jour, chaque mois, chaque année, enfin, Mhm. hem et à continuer de s'améliorer. Mais ouais, quand il y a des gens, ils ont absolument besoin de cet objectif pour pouvoir se dire: «OK, je vais me donner du temps pour aller à l'entraînement». J'ai Ouais. socialement aussi, dans la famille, tout le monde sait que je prépare ça, donc Mhm, les gens vont être plus tolérants, mhm, parce que je prépare tel ou tel objectif, et du coup, ils vont tous me laisser plus de temps. Hem Et alors que s'il n'y avait pas cet objectif, on aurait un peu plus de difficultés et de discipline à s'obliger à aller s'entraîner, à se lever peut-être parfois très tôt, mhm. c l'équilibre, encore une fois, il est pas évident à trouver, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis après, euh, s'inscrire à une course, évidemment que ça reste une source de motivation. Et c'est pas non plus une motivation qu'il faut totalement bannir. Euh, mais effectivement, avant je parlais de l'eau et du feu. Bah, effectivement, là, ça relève peut-être un peu plus du feu, de la volonté de aller à cette course et peut-être prouver aux autres, se prouver à soi-même qu'on est capable de accomplir notre objectif. Alors que en soi, on n'a pas, enfin, notre valeur en tant que coureur ne dépend pas de notre chrono à telle course. Mmh. Mais voilà, comme je disais, pardon, ça reste une source de motivation en soi, il faut pas la bannir. Et je pense qu'on peut combiner l'eau et le feu, mais il faut toujours que l'eau reste plus puissante que le feu, parce que c'est justement lorsque le feu devient trop puissant qu'on peut traverser ces phases de down où bah, voilà, je viens de finir telle course et j'ai plus de sens à ma vie parce que j'avais la vision que c'est cette course et ce chronomètre à la course qui était mon but final. Alors qu'en fait, je suis un être beaucoup plus grand que ça. Et moi, mon sport, c'est la course à pied. C'est pas réussir l'UTMB ou réussir telle course à laquelle je suis inscrit. Mmh. Carrément. Ouais, c'est hyper intéressant et j'en connais des coureurs qui, feraient bien d'entendre ce que tu viens de dire là, parce que j'ai des amis, hein, qui ont tout arrêté après une diagonale, C'est ça. et c'est un petit peu dommage quand même d'être arrivé à un tel niveau et d'exigence et de Mhm, discipline mhm, mhm. et pour tout arrêter après, quoi. Donc Ouais. ça, c'est un petit peu dommage. Alors, on viendra sur les sujets préparation mentale pure avec la gestion de la douleur, la gestion du stress, Mhm, mhm. juste après, mais j'aimerais bien qu'on fasse une petite digression et qu'on parte sur le sujet de ta casquette auteur. Ouais. Alors, tu as écrit, si je me trompe pas, 7 livres. Ouais. Euh, donc, ça part des biais cognitifs, des exercices de préparation mentale en sport, imagerie mentale, performance automatique et aussi pour les jeunes. Mhm, Tu as aussi fait la nouvelle méthode Coué pour atteindre ses mhm, objectifs. Enfin, voilà, tous ces livres sont. On mettra le lien dans la description mhm, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus. Je vois qu'il y a sur Amazon, en tout cas, tu as de très bonnes critiques, 4 étoiles minimum ou voire même 4 étoiles et demie, presque 5, mhm, 5 même pour certains. mhm, 20 000 exemplaires vendus. mhm. Euh, Comment est-ce que tu en es venu à vouloir écrire des livres, surtout, et comment est-ce que tu t'y es pris pour toi-même te donner la discipline d'écrire? Quel est ton processus d'écriture, si tu en as un? Ouais. Comment est-ce que tu abordes cette casquette auteur et en quoi c'est important pour toi d'écrire? Ok. Complet, hein, c'est un peu Alors, complet ma question, hein. ouais. Alors, mon premier livre, du coup, c'était sur l'imagerie mentale en sport. Et en fait, à la base, c'était mon mémoire de Master 1. Du coup, en fait, bah, il y avait le Covid et non, à la base, les mémoires, on doit réaliser une étude scientifique sur le terrain. Mais avec le Covid, c'était pas possible. Du coup, j'avais dû faire ce qu'on appelle une revue de la littérature.
Donc, aller voir tout ce qui se fait sur un sujet et en faire une conclusion, un condensé, on peut dire. Et donc, j'avais fait ça sur l'imagerie mentale en sport. Et donc, j'avais un gros document et je me suis dit, bah, c'est bête quand même de ne pas l'exploiter et de ne pas en faire quelque chose de tout ce travail que j'ai dû faire sur ce sujet qui me passionne. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, pour pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre, je vais le transformer, ce document, en un livre sur l'imagerie mentale en sport, du coup. Du coup, bah, je l'ai sorti et j'ai vu que ça a plutôt bien marché. Et donc, fort de à mon échelle, en tout cas à ce moment-là, premier petit succès, je voyais que j'avais quelques ventes tous les jours, 1 ou 2 ventes. Je me suis dit que bah, j'allais continuer à écrire des livres sur la préparation mentale en sport. Et puis, bah, c'est vrai que l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Peut-être que plus tard, on parlera du flow, mais vraiment, quand je suis en train d'écrire, je tombe, je pense, assez facilement dans le flow. C'est quelque chose qui, c'est difficile à décrire, mais en tout cas qui me procure beaucoup de plaisir et qui me stimule cognitivement, intellectuellement. Et donc, ouais, peut-être pour parler un peu plus de mon processus d'écriture, si j'ai un conseil à donner à des personnes qui chercheraient à écrire un livre, ça serait écrire tous les jours. À un moment, je me fixais un nombre de mots à écrire chaque jour, mais ensuite j'ai compris que c'était pas forcément la meilleure idée et que ça me faisait écrire pour écrire j'étais dans une vision quantitative plus que qualitative, même si c'est aussi utile et qu'il faut aussi écrire de la quantité pour avoir de la qualité et que après il faut beaucoup retirer, découper de tout ce qu'on a écrit, mais que ça permet quand même d'obtenir de la qualité. Mais maintenant, je me dis plus que j'écris, en tout cas quand je suis en train d'écrire un livre, je me dis plus que j'écris tous les jours en m'imposant d'être par exemple 1 heure ou 2 heures devant mon ordinateur, devant mon clavier. Peu importe s'il en sort 50 mots ou 2500, mais je reste le temps imparti devant mon clavier et j'écris, quoi. Mmh. J'ai jamais réussi à à tenir, la discipline et pourtant, j'ai essayé, de nombreuses reprises. J'ai beaucoup de débuts de trucs que j'aurais aimé écrire. Ça Mhm, m'a aidé un peu à structurer aussi, mes pensées sur certains sujets et c'est pas mhm, perdu en fait, hein, et c'est pas que, voilà, du temps de perdu au final puisqu'il y a rien qui sort. mhm, Mais, je trouve ça admirable d'arriver à sortir quelque chose et puis le livre il a ce truc que, bah, une fois qu'il est écrit, tu peux pas revenir dessus quoi, tu vois? ouais, ouais, Si enfin, ça je trouve que ça met une espèce de pression où, mhm, toi tu tu pas le droit d'écrire de la merde quoi, tu vois? Pour mhm, parler clairement, parce que, bah, il en va de ta crédibilité, de ce que tu as envie d'apporter aux autres aussi, et je trouve qu'il y a une espèce de forme de pression, avec le livre où, tu vois, tu sors une vidéo YouTube comme j'ai pu faire, personnellement pendant un temps où j'étais vraiment en phase d'apprentissage sur le trail et j'ai mhm, dit un nombre de conneries, je compte même plus et parce que j'étais mhm, dans cette période mhm. où j'apprenais. Mais les vidéos, tu les supprimes, quoi. Là, le livre, une fois que les gens ils l'ont acheté, tu peux pas leur dire: «Bah non, j'ai écrit, telle ou telle chose». Et comment est-ce que tu abordes un peu cette pression, tu vois, finalement qu'on pourrait retranscrire dans le sport, hein? Ouais. Bon, alors honnêtement, déjà, il y a des livres où il y a des choses que j'ai écrites avec lesquelles je suis plus d'accord aujourd'hui. Mais je pense que je suis OK avec ça parce que, en tout cas, chaque livre que j'ai sorti, je pense que c'était le meilleur de ce que je pouvais sortir à cet instant T. Et c'est aussi cool si aujourd'hui, du coup, j'ai plus progressé dans mon domaine et que je suis plus d'accord forcément avec tout ce que j'ai dit dans chacun de mes livres. Mais ça montre que j'ai progressé. Mais ouais, honnêtement, enfin, il y a des livres, je pense, je peux dire qu'aujourd'hui, j'en ai honte. Mais si en même temps c'était le mieux de ce que je pouvais faire à ce moment-là, je pense que c'est OK. Et je pense que mais ces livres dont j'ai honte, ils ont quand même pu aider des gens. Je suis pas sûr d'avoir envie de priver le monde de ressources qui ont pu aider des gens et qui, je pense, ne peuvent pas faire de mal. Je les laisse et j'accepte que ça fait partie de mon chemin. Et est-ce que tu crois que tu auras honte dans 10 ans du livre que tu sors là? J'ai envie de dire que j'espère que j'en aurai honte. Parce que ça voudrait dire que j'aurais progressé. OK, ça marche.
Non, en tout cas, enfin, moi, j'adore les livres et je me suis astreint une petite routine de lecture. Tous les matins, j'ai ma petite demi-heure avec mon deuxième café. Mhm, C'est un peu mon rituel de lecture. Euh, mais tu vois, souvent, il y a cette image que écrire, c'est un peu réservé à une élite. Tu vois, avoir le statut d'auteur, c'est quand même quelque chose. mhm. Est-ce que tu penses, toi, que chacun devrait finalement, même si tu t'auto-publies pas, ou tu te publies pas, ou tu trouves pas d'éditeur, est-ce que tu penses que tu vois, tout le monde devrait finalement peut-être écrire un peu chaque jour? C'est un peu, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est dans ton fameux, dans ta routine matinale, c'est souvent inscrit ce genre d'idée. Mhm. C'est quelque chose que toi tu conseillerais ou pas? Bah ouais, je pense que c'est clair que l'écriture, c'est quelque chose qui permet de structurer ses pensées. Et d'ailleurs, je demande à chaque sportif avec qui je travaille en préparation mentale d'avoir un carnet de préparation mentale dans lequel ils sont amenés à faire des exercices pendant les séances et entre les séances. Mais donc, je leur impose, j'ai envie de dire, ce travail d'écriture, même si c'est pas, ils sont pas en train d'écrire des livres. Mais le simple fait de se poser à un bureau avec une feuille et un stylo, ça nous amène à réfléchir un peu sur nous et à structurer nos pensées. Et aussi, je viens d'y repenser, mais un conseil que j'ai pas donné avant dans le process d'écriture de livre, je pense que c'est de commencer par faire le plan de son livre, essayer d'avoir un plan assez détaillé, et ensuite, chaque jour, bah, se poser devant son bureau et écrire le plan, quoi. Mmh. Ouais, d'y aller étape par étape et peut-être pas forcément dans l'ordre en plus, en fonction des sujets qu'on Ouais, traite. enfin, généralement, je recommande toujours d'écrire l'introduction en dernier. Ah oui, d'accord, ok, ok. Ça paraît pas forcément intuitif, Mhm. ouais, on comprend pourquoi, ouais. Ouais, bien sûr. Ok, très cool. Bah écoute, je sais pas si je reprendrai un jour, mais ça, Mhm. c'est un peu mon histoire de vie personnelle. Il y a beaucoup de choses comme ça que je commence, qui me passionnent pendant un temps et au bout d'un moment, je n'en fais plus du tout. Le piano a été ce sujet-là. J'ai aussi fait de la bière pendant un temps. Ok, L'écriture, c'est cyclique comme ça, et des trucs comme ok. ça. Euh, Ça marche. Et écoute, revenons à la préparation mentale. Tu vois, en intro, je disais qu'il il y avait de plus en plus de gens quand même qui connaissaient la préparation mentale. Toi, tu as accompagné Mhm. 200 sportifs, ce que tu mets sur ta bio Ouais, LinkedIn, ouais, peut-être un peu plus maintenant, un peu plus, ouais. Ouais, voilà. Euh, Quels sont les blocages que tu as remarqués où les sportifs ont le plus besoin et qui reviennent le plus, et quel que soit le niveau? Ok. Bah alors effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, quel que soit le niveau, on peut retrouver des blocages très similaires. Je dirais que les deux blocages que je remarque le plus, c'est la peur de rater et la peur du regard des autres. Même si les deux peuvent être très liés, parce que bah, si j'ai peur de rater, c'est parce que j'ai peur que les autres me jugent si je rate. Mais après, il y en a aussi qui ont vraiment la peur de rater qui est en lien avec leur propre exigence envers eux-mêmes et que au-delà du regard des autres, ça leur est difficilement acceptable pour eux et pour leur propre exigence envers eux-mêmes de rater. Mais donc oui, je dirais la peur du regard des autres et la peur de rater. Hmm. Alors, tu vois, quand tu parles de ça, tout de suite, moi, je visualise bah, un basketteur ou Mhm, un footeux qui devrait être en train de lancer un, un coup franc ou un mhm, lancer mhm, franc ou un mhm, penalty mhm, ou que sais-je, tu vois, et puis qu'il y a toute cette foule qui te mhm. regarde. Ouais. T'es là, tu sais que tout dépend de toi. Et cette gestion de stress, bon, tu vois, je la visualise assez bien. Maintenant, sur une épreuve de course à pied qui est quand même bien plus longue, Oui. euh, finalement, le stress, il est complètement différent. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Euh, comment est-ce que ça va se manifester finalement chez le sportif, ce stress qui est complètement différent. Enfin, il n'y a pas enfin, personne te regarde quand tu cours, quoi. Tu vois. Mhm. C'est quoi qui va stresser les gens
dans le regard de l'autre de manière instantanée et sur le long terme? Ok. Alors, bah, je sais pas, par exemple, tu vois, là, j'ai en tête une fois où j'étais dans un Blablacar et je parlais avec une personne qui allait courir un marathon le lendemain. On allait direction Lyon et lui, il allait à Lyon pour courir un marathon le lendemain. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es stressé? Et il m'a dit, oui, beaucoup. Et du coup, bah, j'ai compris qu'il était stressé parce que il se fixait un chronomètre qu'il n'était pas certain de réussir, même s'il n'en était pas à son premier marathon. Mais donc, le stress, il provient ici de je pense que je devrais être capable d'atteindre tel niveau, mais je ne suis pas certain d'en être capable. Et plus la différence entre ces deux niveaux, le niveau que je pense que je devrais avoir pour être fier de moi et le niveau que je pense que je suis capable d'atteindre, plus il y a d'incertitude entre ces deux niveaux-là, plus le stress va être élevé. Ouais. Euh, En fait, ce qui crée le stress, c'est lorsqu'on perçoit une situation comme à la fois importante et à la fois incertaine. Réussir cette course, c'est important pour moi, mais je suis pas certain de la réussir ou de réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé pour cette course. Alors, les conditions seront réunies pour que le stress soit présent. Et donc, l'idée à ce moment-là, c'est de réduire la perception de la situation comme incertaine et de réduire la perception de la situation comme importante. Est-ce que cette course, au final, elle est si importante que ça? Si je la rate et que j'atteins pas mon objectif, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? C'est quoi le pire scénario? Est-ce que en rentrant, j'aurais pu de toit sur la tête? Est-ce que j'aurais pu à manger dans mon assiette? J'en suis pas sûr. Parce que des fois, la manière dont on réagit à une course importante et incertaine pour nous peut être si forte qu'on pourrait se dire que bah, on va perdre notre maison, on va perdre, je sais pas, beaucoup d'argent ou j'en sais rien. Alors que dans la réalité des faits, rien de tout ça ne se produit. Mmh. Euh, voilà, réduire la perception de la situation comme importante et réduire la perception de la situation comme incertaine. Bah, est-ce que j'ai déjà couru cette distance? Si je l'ai jamais couru, est-ce que c'est quelque chose qui va m'empêcher de la courir? Euh, Quelle était la qualité de ma préparation? Euh, Est-ce que j'ai pas fait énormément d'efforts pour en arriver là? Est-ce que peut-être qu'il y a une voix dans mon cerveau qui me dit que je suis pas prêt et que de toute manière, j'ai envie de dire, on n'est jamais totalement prêt. Mais est-ce que j'ai pas quand même fourni beaucoup d'efforts et beaucoup de choses pour en arriver jusque-là? Et est-ce que j'ai pas quand même des compétences qui pourront m'aider à relever ce challenge, quoi? Mmh. Et finalement, est-ce que le stress qu'on va se mettre comme ça dans une épreuve sportive, ça n'est pas corrélé avec, le stress qu'on a l'habitude de se mettre, dans sa vie, de tous les jours, quoi? Peut-être au travail ou dans sa relation avec, sa famille. On veut toujours être parfait, montrer qu'on est un être sans faille, hem, est-ce que, tu as remarqué qu'il y avait une corrélation, dans le profil un petit peu, je sais pas, psychologique ou, des gens qui ont l'habitude de stresser, pendant une épreuve? Ouais. Alors, en fait, en psychologie, on distingue deux choses que sont ce qu'on appelle l'anxiété trait et l'anxiété état. Donc, l'anxiété trait, c'est justement le fait d'avoir, j'ai envie de dire, une personnalité plutôt anxieuse qui va tendance à s'inquiéter pour le futur. Et où là, c'est une anxiété qui est plutôt diffuse dans le temps, j'ai envie de dire. Alors que l'anxiété état, c'est vraiment, par exemple, cet état d'anxiété qu'on peut ressentir avant le départ d'une course ou peut-être pendant aussi la course. Parce que là, c'est une anxiété qui est relative à la situation. Mais c'est sûr que j'ai remarqué que les personnes qui ont tendance à être le plus anxieuses et qui peuvent être anxieuses par rapport à des courses, mais aussi par rapport à leur vie de famille ou par rapport à leur travail, c'est des personnes qui ont tendance à être perfectionnistes et à être très exigeantes ou trop exigeantes en tout cas envers elles-mêmes. Mmh. Ouais, donc il y a un peu une corrélation qu'on pourrait faire et encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, bah, finalement la préparation mentale va pouvoir t'aider, au-delà de ton sport, en fait. Enfin, Tout à fait. mmh. Moi, les gens qui viennent me voir, la raison de base qui fait qu'ils me contactent, c'est leur sport. Mais bah, forcément, pour les besoins du sport, on va venir travailler sur leur capacité à gérer le stress, parvenir à avoir une estime d'eux plus saine, une motivation aussi plus saine. Et évidemment, bah, ça joue pour leur sport, la course à pied ou autre.
mais c'est aussi des compétences transversales et des habiletés mentales qui vont les aider bien au-delà de leur sport. Mmh. Ouais, tu vois, quand tu me parles de stress, je pense tout de suite, au Grand Raid du Finistère que j'organise, Mhm, mhm. quand tu envoies, des centaines de coureurs sur, voire même des milliers maintenant, Ouais. sur les sentiers et que, Mhm, il faut être en détente totale avec ça et pouvoir réagir, comme ça, instinctivement, quand il y a quelque chose une décision à prendre. mhm. Ben, on en a beaucoup parlé avec, l'équipe et bah, en fait, on se rend compte que c'est pas donné à tout le monde, quoi, d'avoir ces capacités Ouais. et que la construction de l'équipe autour de soi est aussi, hyper importante, et de la réalisation de process identifiés, enfin, de mise en place de choses, en amont pour pouvoir, Mhm, gérer tout ça de mhm. manière calme et posée. Et du coup, on revient un peu dans cette dynamique de routine qu'on va pouvoir mettre en place quand on va avoir un élément, enfin, extérieur ou même intérieur qui va arriver. Et puis, plutôt que de se mettre en totale panique, ben, de ressortir un petit peu ce process et cette routine qu'on aura identifié en amont qui pourrait être potentiellement un problème qui nous paralyse. Mhm. Et c'est des choses que toi, tu mets en place justement avec les athlètes que tu suis. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, tu vois, avant, je te disais que ce qui crée le stress, c'est la perception de la situation comme importante et la perception de la situation comme incertaine. Et je pense que le jour du Grand Trail du Grand Finistère, c'est raid, ça? Raid du grand raid. Finistère, pardon. Grand Raid du Finistère. euh, Bah, c'est une situation que tu perçois comme très importante et qui a quand même une part d'incertitude aussi élevée. Et donc, pour réduire ton stress à ce moment-là, bah, il faut que tu puisses réduire ta vision de la situation comme importante et je pense surtout la vision de la situation comme incertaine parce que bah, tu as quand même fait beaucoup de choses en amont pour prévoir les incertitudes, mais c'est aussi savoir qu'il va se passer des choses incertaines et et d'être OK avec ça et de savoir que tu devras réagir sur le moment lorsque ces incertitudes surviendront dans l'organisation de l'événement. Mmh. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, mais je m'en excuse, en amont. Donc, Mhm. ça fait un peu penser au disclaimer, sur les films, «Ceci n'est pas à montrer», dans tous les sens. Hem, tu vois, quand, moi, ça fait presque 20 ans que je suis pompier et j'ai vu des centaines de personnes mourir. Mhm. Donc, je pense que ton histoire de vie aussi Mhm. aide à relativiser, en fait, les événements qui vont se produire. Tout à Tu fait. vois, quand on va me dire: «Il y a plus de coca au ravitaillement», bon, Mhm. ouais, c'est chiant, ouais. Ouais, mais bon, bah, Mhm. ouais, on se détend, ça Mhm. va aller quand même, quoi. Mhm. Donc, il y a aussi toute l'histoire de vie aussi des personnes qui va faire qu'on va réagir différemment à certains événements, quoi. Ouais. Ouais, ton seuil de sensibilité face à des événements qui peuvent être stressants n'est pas forcément le même que celui de la population générale. C'est ça, enfin, et puis, du coup, je pense que ça se corrige, tu vois, enfin, du coup, de fait. Ça veut dire que, enfin, je pense qu'il faut pas se dire: «Je suis quelqu'un de stressé, de machin, de trucs». Tout ça, ça se travaille et ça s'améliore ou ça se corrige, quoi. Et Mhm. je pense que dans le sujet de la préparation mentale, on pourrait être tenté d'être un petit peu fataliste, tu vois? Et c'est un peu cette idée où je prends souvent cet exemple-là de cet enfant à qui on dit, «Tu nul en maths», Mhm. «Ah bah Mhm. ouais, bah Mhm. ouais, oui, on m'a toujours dit que j'étais nul, donc Mhm. oui, je suis nul, ouais». Ouais, Et tout à fait. en fait, il y a rien de de définitif. Tout à fait. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que moi, je peux souvent voir. Des gens qui disent, ah ben, je suis quelqu'un de stressé ou je suis quelqu'un de nul en maths. Ou j'en sais rien, par exemple, un basketteur qui va se dire, je suis nul au lancer franc. Mmh. Ou j'en sais rien, peut-être un trailer qui va se dire, je suis pas bon dans les descentes ou dans les montées, C'est mon je cas. galère. Je me dis Voilà, ça depuis toujours. Je suis nul voilà, en montée, bah, voilà. voilà. Et la question, c'est aussi, quelle est l'utilité pour la personne de se dire ça? Mmh. Et du coup, alors bon, si ça te dérange pas, on va prendre ton exemple. Ah non, mais allons-y, Euh, hein, pas du tout, pas ok, de souci. ok. Bah, alors, est-ce que tu as une idée ou pas en quoi est-ce que ça peut être utile de te dire que tu es nul en montée?
Moi, je pense que ça sert à me justifier de ne pas faire l'effort d'être meilleur. Exactement. Et donc, en gros, bah, en fait, c'est juste moi qui suis nul en montée. Mais du coup, je mets pas plus d'efforts pour progresser et j'ai pas besoin de faire tous ces efforts pour progresser en montée. Et en fait, si j'ai fait un mauvais classement dans ce trail, c'est pas parce que je suis mauvais, c'est pas parce que je suis un mauvais trailer, c'est juste parce que je suis nul en montée et que c'est comme ça que je peux rien y faire. Mm. Et en fait, tu viens un peu protéger ton ego en te disant ça, parce que si tu fais tous les efforts et que tu fais pas un bon trail, bah là, ça vient attaquer un peu ton ego de te dire ah bah peut-être que je suis pas si fort que ça en trail parce que malgré tous les efforts que j'ai mis en place, je suis pas parvenu à atteindre mes objectifs. Mais si tu mets pas les efforts pour progresser en montée parce que tu te dis que tu es nul en montée, bah tu viens te protéger de mettre les efforts en place et c'est comme si bah en vrai si j'avais fait tous les efforts que j'aurais pu, j'aurais réussi et j'aurais atteint mes objectifs. Mais du coup, je m'empêche de les mettre pour ne pas échouer en mettant en place les efforts. Et donc, je protège mon ego de cette manière-là, quoi. Ouais, ça sert à légitimer un peu une défaillance qu'on peut Mhm, avoir mhm. sur un. Parce que c'est quand même super complet, la course à pied, mine de rien. On Ouais, a ouais, l'impression que tu mets des baskets, tu mets un short, un t-shirt et c'est parti. mhm. Quand tu commences à rentrer dans l'ultra, il y a quand même tout un tas de paramètres à Tout prendre à en fait. compte. Et on parle de sommeil, d'alimentation, de différentes surfaces sur lesquelles on va courir, ouais, de ton matériel, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et Mhm, c'est pour ça que mhm. les gens qui se mettent à l'ultra très rapidement, bon, bah, il y en a qui y arrivent très bien, et puis il y en a beaucoup qui se cassent les dents. Mais oui, le fait de se dire je suis pas bon dans tel sujet, bah, en fait, je pense qu'il faut juste se dire ok, j'ai identifié quelque chose sur lesquels je peux m'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mhm. Une fois que tu as dit ça, je suis nul, bon, et après? Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est le premier pas de prendre conscience du mécanisme d'auto-sabotage qu'on peut avoir en se disant bah, de toute façon, je suis nul là-dedans, ça sert à rien de mettre les efforts dedans pour progresser. Hmm. Alors justement, parlons du troisième thème que tu vas aborder dans le livre. Alors on les a pas forcément mis dans le sens dans lequel tu me les avais présentés, mais c'est pas grave, hein, ceux qui le liront s'y retrouveront quand même. Mhm, Euh, Il y a un sujet, tu vois, et ça c'est un petit peu ça qui a fait tilt quand tu m'as écrit, la gestion de la douleur. mhm, Euh, enfin déjà, il y a une idée qui se dit qu'on n'est pas tous tolérants au même niveau, au même stade de la douleur. Il y a des gens qui vont avoir une piqûre de moustique et pour qui ça va être un drame. Je grossis le trait évidemment, et il y a des gens qui vont pouvoir tolérer un niveau de douleur qui est extrêmement élevé. Est-ce que déjà physiologiquement, c'est une réalité ça, qu'on a tous des niveaux de tolérance à la douleur différents, ou est-ce que tout se passe dans la tête? C'est une bonne question. Bah alors déjà, je pense que physiologiquement, c'est pas mon domaine d'expertise et j'en ai pas la réponse, mais en tout cas, ça me paraît pas du tout déconnant que tout le monde n'ait pas physiologiquement les mêmes seuils. Mais bon, forcément, de par mon expertise, je vais quand même te dire qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la tête par rapport à la gestion de la douleur. Et il existe un peu ce qu'on appelle ce phénomène de catastrophisation de la douleur, où souvent les gens, étant donné qu'ils jugent la douleur comme quelque chose de douloureux, il y a la douleur physique qu'ils reçoivent, mais ils s'infligent une seconde douleur en jugeant la douleur en elle-même plutôt que de juger le stimuli qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que monter cette côte, bah forcément que ça va me faire ressentir une forte douleur. Euh, et ça, avant même d'être en train de monter la côte et de ressentir ce qu'elle nous fait ressentir. Et donc, ils vont venir ajouter une souffrance et un jugement supplémentaire sur la douleur qu'ils sont en train de ressentir. Et c'est quelque chose qui va beaucoup les handicaper. Et donc, par rapport au travail sur la gestion de la douleur, donc moi, je travaille beaucoup en pleine conscience avec les sportifs, avec ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui permet de développer la capacité de non-jugement et d'acceptation.
Et donc, lorsque je ressens une douleur, j'en sais rien, que ce soit dans une partie spécifique de mon corps qui me tiraille, que ce soit dans mon dos qui me fait mal à chaque fois que mon pied gauche, par exemple, touche le sol, que ce soit simplement mon cœur qui en peut plus. L'idée, c'est que la pleine conscience nous permet de ressentir le ressenti physique, mais sans venir catastrophiser la douleur et sans venir y ajouter un jugement et une douleur supplémentaire, et être capable de se dire, ok, je ressens ceci actuellement dans mon corps et c'est ainsi, plutôt que de venir se dire que je ressens ceci dans mon corps et c'est horrible, parce que c'est aussi quelque chose qui va nous faire ressentir la douleur comme quelque chose de beaucoup plus fort que elle ne l'est réellement. Mmh. Tu vois, j'en discutais avec Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, Mhm, plus connu sous ce nom-là, à mhm, la suite de l'écriture de son bouquin, que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre de trail, et là, comme c'était pour mon copain Alex, je me suis dit, mhm, allez, je vais le lire quand même. mhm. Et dans son livre, il parle justement de cette acceptation de la souffrance, de la Ouais, douleur. tout à fait. Tu l'as lu aussi? Non, Non? c'est exactement la lignée dans laquelle je travaille avec les sportifs. Cette idée d'acceptation, de Hmm. non-jugement et de la douleur est présente et c'est ainsi, je l'accepte, je fais avec. Et C'est je ça. viens Et pas la du coup, je lui disais, mais catastrophiser. enfin, moi, quand je suis sur un ultra, dès que je commence à avoir mal, parce que tu sais que tu vas avoir mal, et puis Mhm, pas que sur un ultra, hein, même sur des courses de 50, au bout d'un moment, bah, t'as mal, et bah, mon corps se met en mode sécu, faut aller au bout, et du coup, je ralentis pour avoir moins mal, mais je pense que je pourrais aller plus vite si j'arrivais à accepter de façon plus importante mhm, cette mhm, douleur. mhm. Et il me disait qu'il fallait, enfin lui, ce qu'il fait, c'était d'apprendre à l'aimer et à te dire longtemps à l'avance, oui, je vais avoir mal, Ouais. et c'est comme ça. Et, Mhm, et c'est ok en fait. mhm. Mais enfin ouais, une fois que tu as dit ça, quand t'es quand t'as mal, c'est quand même, enfin ça fait mal quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois. Et évidemment que c'est un réflexe naturel et même de survie, j'ai envie de dire, de ralentir ou de vouloir moins ressentir la douleur. Parce qu'en fait, la douleur, qu'est-ce que c'est? C'est un signal d'alerte que nous envoie notre corps. Peut-être qu'il nous dit qu'il y a trop d'acide lactique à tel endroit, ou il nous dit que tel tendon est trop sursollicité, et que donc évidemment, il va avoir le réflexe de ralentir pour ressentir moins la douleur. Mais cette idée d'éviter la douleur, c'est aussi du coup ne pas vouloir écouter les, les signaux que nous envoie notre corps. Et par exemple, alors c'est une stratégie qui peut être utile et pertinente, mais qui est peut-être trop souvent employée, l'idée de se décentrer de la douleur pour se focaliser sur autre chose, et par exemple regarder les paysages ou penser à des choses dans sa tête plutôt que de se concentrer sur la douleur. Donc ça peut être utile et pertinent, mais c'est peut-être trop employé par les coureurs, alors que justement, comme le fait Casquette Verte, euh, apprendre à aimer sa douleur, à l'accueillir, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir tendance à la diminuer, parce que en fait notre corps ne va faire que de chercher à nous envoyer des messages jusqu'à ce qu'on écoute les messages qu'il nous envoie. Et si on n'écoute pas les messages que notre corps nous envoie, il va faire que de nous les faire revenir de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on les écoute. Alors que lorsque on accueille, qu'on accepte et qu'on écoute la douleur, bah là, notre corps il va pouvoir se dire, ok, ben il a compris que il avait de la douleur et il est ok avec ça. Je vais pas chercher à lui envoyer la douleur de manière toujours plus forte, euh, parce que bah il a compris, il a accueilli, il a écouté le message. Et également, le fait de ne pas écouter son corps et les messages qu'il peut nous envoyer, c'est ce qui peut pousser certains à continuer à courir et à s'entraîner jusqu'à la blessure, parce qu'ils n'ont pas écouté leur corps. Et c'est aussi important de savoir écouter son corps. Mais c'est aussi, enfin, encore une fois, en fait, on est toujours sur ce fil du rasoir entre le moment où tu vois, tu es en train juste d'écouter ton corps, et puis des fois de trop t'écouter, quoi. Il y a des gens qui Mhm, s'écoutent un peu trop, mhm, et puis où tu passes de la frontière, l'autre côté de la frontière, où tu vas passer sur le stade blessure. mhm. Et tu vois, de trouver ce juste milieu, c'est pas toujours très simple. Et
tu vois, j'avais discuté avec un préparateur mental il y a quelques temps et qui me disait aussi que si tu te fais jamais mal à l'entraînement, ben, le jour de l'épreuve, tu te feras pas mal non plus, quoi. Mhm. Donc, faut aussi parfois aller chercher un peu loin pendant les entraînements, habituer son corps à avoir mal, Ouais. régulièrement, souvent, et du coup, finalement, avoir mal, ça se travaille, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, effectivement, bah, à l'entraînement comme en compétition, en fait, il faut être capable de connaître quelles sont ses limites pour savoir, pour avoir l'idée la plus précise possible, en tout cas, de jusque là où je peux aller. Euh, et puis après, bah, évidemment, chaque jour est quand même différent et il y a un peu des dents de scie. Et c'est aussi savoir s'écouter pour savoir les jours où je peux aller chercher loin dans le rouge et les jours où je sens que aujourd'hui je peux pas aller chercher aussi loin. Et c'est OK. Et je fais ainsi et j'accepte que la progression, c'est pas quelque chose de toujours 100% linéaire et que je fais avec les moyens qui me sont donnés tel jour. Et la nature, c'est quelque chose de cyclique et voilà, il y a des jours où ça va mieux et des jours où ça va moins bien et j'accepte ça aussi. Carrément. Marc, on arrive bientôt à 1 heure Mhm. sur notre échange. Tout ça, c'est ultra passionnant. Et si tu avais, je sais pas, peut-être un seul conseil pratique que tu voudrais que les auditeurs du podcast gardent en tête ou tentent de mettre en place pour progresser mentalement, ce serait quoi? Ok. Moi, je dirais qu'une de mes missions, peut-être, c'est d'amener plus de méditation dans le monde. Et donc, on a parlé de accepter la douleur. On a parlé aussi de gestion du stress. Et donc, je pense que la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui pourrait grandement aider les auditeurs. Je sais que c'est pas forcément facile de s'y mettre, mais on peut s'y mettre assez simplement avec des applications de méditation ou des audios sur YouTube. Et moi, je conseille quand même vivement de pratiquer de la méditation de pleine conscience et de ne pas partir dans des choses forcément ésotériques de méditation des 7 chakras ou de l'enfant intérieur ou de je ne sais quoi. La méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui est validé scientifiquement et qui, du coup, bah, on a parlé de cette capacité à accepter les messages de son corps, à accepter la douleur. Et justement, ben, c'est la pleine conscience, la méditation de pleine conscience qui va permettre aux coureurs de progresser dans leur capacité d'acceptation de la douleur et même plus globalement de leurs émotions. Hmm. Ouais, la cohérence cardiaque aussi est super pertinente Mhm. pour les coureurs, enfin les sportifs de manière générale, même tout le Ouais, monde, je crois, ouais, oui, pas que les tout à fait. sportifs. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir, encore une fois, la rigueur de prendre ce temps pour soi, Tout qui à est pas fait. toujours simple, quoi, Tout à fait. d'accepter de prendre 5 minutes à rester assis à rien faire. On a l'impression Mhm. de perdre du temps des fois, mais il Ouais, faut accepter ça, ouais. c'est Mais important. en fait, c'est un peu comme la course à pied. C'est est-ce que je m'aime suffisamment pour prendre ce temps pour moi, pour aller courir aujourd'hui, pour aller cheminer vers mes objectifs. Est-ce que je m'aime suffisamment pour prendre ce temps pour moi, pour faire ma méditation du jour. Hmm. Ouais, on a souvent un petit peu tendance à trouver ça improductif, peut-être. Mhm, Je sais mhm. pas pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, mais enfin, ou chacun a peut-être ses raisons. Marc, où est-ce qu'on peut te suivre et se procurer alors tes livres et le nouveau qui sortira bah, au moment où on sort. Il sort quand d'ailleurs? D'ailleurs, on n'a pas donné la date. Il sort là très prochainement, avant le début du mois de juin. Ok, là on enregistre le 16 mai 2025. Je parle pour nos auditeurs qui nous écouteront en 2030. Donc, si vous écoutez de toute façon ce podcast jusqu'ici, sachez que tous les liens sont dans la description. Marc, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le clôturer? J'ai pu parler du fait que si j'avais un dernier conseil pour les auditeurs, c'était de pratiquer la méditation idéalement de manière quotidienne. Donc non, je pense pas que j'ai de choses à rajouter. Si je peux conclure, c'est courez pour vous-même et pas contre vous-même. Ouais, c'est vrai que c'est un bon conseil. Ça, souvent, on court pour ou contre ou on fuit quelque chose Mhm, mhm. et toi, tu prônes ça. Ok, très cool. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marc. Et puis, je suis très content d'avoir repris
cette série de podcasts. Donc, merci beaucoup de m'avoir contacté pour enregistrer cet épisode ensemble. C'était très chouette. Et ben, c'est un plaisir Euh, partagé. Puis merci à toi, François. Avec plaisir. Puis, ben, chers auditeurs, si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager, le faire savoir autour de vous, et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye. Bye.